Bienvenue à vous, c'est Frédéric Ferrer. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle édition de La Voix des RH, ce rendez-vous qui nous permet de prendre de la hauteur avec des invités de marque, prendre de la hauteur et j'allais dire même prendre de l'altitude avec notre invité d'honneur aujourd'hui. Et quand on parle d'humain, la question, y a-t-il un pilote dans l'action? La réponse est oui. Et j'allais même dire 22 fois oui, puisque voici 22 ans qu'il est dans ce groupe Airbus, aux commandes d'abord dans la division hélicoptère des ressources humaines, et puis depuis 2012 du groupe tout entier. C'est Thierry Baril pour qui le sens, l'éthique compte beaucoup. D'ailleurs, il a coécrit ce livre que je vous conseille vraiment, et on en reparlera avec lui. Thierry, bonjour, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Bonjour Frédéric, bonjour et bonjour à tous. Je suis ravi également et très honoré que nous puissions nous rencontrer un moment. Un moment de partage, hein, vous connaissez le principe. Déjà peut-être Thierry, quel est ton regard quand on est une entreprise et un groupe comme Airbus par rapport à la situation du monde plus qu'incertaine, avec ces soubresauts que connaît la planète? Alors en quelques mots, parce qu'on pourrait y passer de nombreuses heures, on est d'accord. nous regardons ce monde avec quand même beaucoup de questionnements. Ce qui est assez particulier, c'est que depuis des années, tout le monde parlait du monde VUCA, d'incertitude, de volatilité, on est en plein dedans. Oui, ça fait des années qu'on est en plein dedans. Et c'est vrai que pour un groupe comme le nôtre, qui est par nature international, qui intervient sur de très nombreuses activités qui sont liées à l'aéronautique, à la défense et au spatial, nul besoin de dire que bien évidemment tout ce qui peut se passer dans le monde, par nature, peut avoir des impacts sur notre activité. Je reviens pas sur la pandémie. Lorsqu'on ne voyait plus d'avions dans le ciel, l'impact il était visible, malheureusement, et fort heureusement depuis, nous avons pu reprendre une activité extrêmement soutenue. Et redécoller. Hein, et redécoller. Ouais. Chaque fois que l'on voit des crises dans le monde, pour peu qu'il s'agisse de guerre, c'est terrible, c'est plutôt très triste que des humains s'affrontent. Et en même temps, ça nous rappelle chaque jour que être bien protégé, vivre dans un monde qui est sécurisé et qui est un petit peu plus uni, c'est important. Ouais, et finalement, toutes nos activités nous permettent de nous connecter. Le spatial nous connecte. Je pense que vous ne réalisez pas tous que tous les jours, dans l'ensemble de vos communications, et nous sommes dans un monde de communication, vous bénéficiez de la connexion que Airbus, en grande partie, peut vous assurer. Et ça va au-delà des avions, en fait. Oui, quand on est pilote des ressources humaines, quand on est dans le cockpit de l'humain, c'est aussi se dire que l'entreprise est un des derniers remparts, j'allais dire, et il faut tenir le cap. Hein. Il faut tenir le cap parce que c'est vrai que le monde est quand même un peu inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que finalement, on demande de plus en plus à l'entreprise d'être l'élément de stabilité. Et il suffit de regarder ce qui se passe dans nos pays, dans notre pays et dans nos pays proches, pour tous les jours se dire il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en compte. Il y a quand même des débats qui sont parfois un petit peu particuliers, pour ne pas dire bizarres, qui peuvent être de nature à déstabiliser, à démoraliser, à désengager. Et finalement, heureusement qu'il y a le monde de l'entreprise derrière qui permet de retrouver un sens commun, une vision commune, un objectif commun, une volonté commune. C'est finalement là qu'on essaye de conserver un ciment dont les humains ont besoin. Quand même. Donc c'est à la fois une fierté, en plus, mais un énorme défi quand même pour l'entreprise. Challenge de tous les jours, hein. Entreprise Providence, hein, presque, on peut dire. Oui, hein. alors Providence, si tu t'en souviens, c'était l'entreprise, si tu veux, qui faisait de l'assistanat à tout va. C'est pas le cas d'Airbus. Airbus est une entreprise qui se dit extrêmement respectueuse de l'humain et totalement concentrée sur l'humain. Et qui l'accompagne. Mais par contre, qui l'accompagne dans son développement et dans sa performance. Et peut-être la petite différence avec d'autres organisations que je ne citerai pas, qui sont plus Providence et qui n'ont peut-être pas la même vision de la performance, peut-être. Ouais, et on va reparler de la performance avec toi tout à l'heure. Thierry Baril, notre invité dans la voix des RH pour Aiming. Thierry, on parle de cette entreprise, dernier rempart, hein, dans ce monde instable et plus qu'incertain. Entreprise industrielle, entreprise dans la cité, j'allais dire, et en particulier, tu nous reçois ici au siège d'Airbus à Paris, mais le siège de Toulouse, hein, c'est près de 25 000 collaborateurs et collaboratrices. Hein. Alors, surtout, ne disons pas qu'il y a 25 000 personnes au siège d'Airbus, parce que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, c'est un terme que sur nous toutes les usines, pas. peut-être, non? Oui, alors en fait, si on prend l'ensemble d'Airbus, juste quelques chiffres, 156 000 salariés. La France représente à peu près 50 000 personnes. L'Allemagne, c'est un petit peu moins de 50 000 personnes. Là, déjà, ne serait-ce que sur ces deux pays, on a fait 100 000 sur les 150 000. Ensuite, il y a l'Espagne et le Royaume-Uni qui sont nos deux autres pays fondateurs. Et puis, on a l'ensemble du monde, puisque hors de ces 4 pays fondateurs, on a plus de 35 000 personnes, en fait, qui travaillent pour Airbus.
Et en fait, nous sommes effectivement aujourd'hui dans les locaux d'Airbus à Paris, mais vous avez pu constater que c'est tout petit, puisque notre activité est toujours proche de nos sites industriels. Et c'est vrai que le siège de l'entreprise, même si on n'aime pas ce terme, il est à Toulouse, où se situe le centre de gravité un peu de l'entreprise, mais non pas le lieu unique d'activité. Mais puisqu'on est en Bourg, on est aussi à Mobile, aux absolument, États-Unis, en Chine. partout dans le monde, dans toutes les régions du monde. Et par contre, ce qui est peut-être intéressant de préciser, parce que je sais que c'est méconnu, c'est que le site de Toulouse, le site industriel de Toulouse, est le plus grand site industriel de France. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'automobile qui finalement possède les plus gros sites industriels. Eh bien non, c'est Airbus à Toulouse. Il est très bon en communication, hein, Monsieur Barry, là, en plus. Hein. Non, pas du tout. Non, j'essaie juste de remettre le. Non, quand on aime Airbus, et en fait quand on rentre chez Airbus, on aime Airbus. On a vraiment envie de parler d'Airbus. C'est ça le problème. J'ai remarqué. Pioneer Sustainable Aerospace for a Safe and United World. C'est un sacré motto, hein. Je parlais d'entreprise dans la cité, d'entreprise dans le monde aussi, hein. Oui, c'est une phrase, on dit toujours les purposes. Les raisons d'être, hein, voilà. Voilà, c'est la lettre de mission, c'est l'ambition, c'est la vision d'une entreprise. On pense toujours que c'est un peu du blabla, et pourtant chaque mot est choisi, et chaque mot veut dire quelque chose dans notre culture à nous. Pioneering, donc l'esprit pionnier, c'est quand même ce qui a fait naître Airbus. Parce que remettons-nous plus de 50 ans en arrière, le démarrage d'Airbus, en face, il y a un grand Boeing qui fait des avions depuis très longtemps. Et voilà une petite entreprise qui est un peu en mode start-up, qui finalement décide d'aller affronter le grand Boeing. Et on a vu ce qui s'est passé pendant des années. On a construit un duopoly avec notre compétiteur principal, et on est plutôt fiers effectivement de ce que Airbus a pu devenir. Mais on l'a fait parce qu'on a toujours cultivé cet esprit pionnier. Et c'est très important dans notre métier. Ayons bien à l'esprit que le ciel n'a pas de limite. Et notre métier, c'est de toujours explorer le ciel et l'espace. Donc plus loin on ira, mieux ça sera. Mais du coup, il faut avoir cet esprit pionnier. Sustainable, parce que tout le monde a en tête, bien sûr, l'enjeu du développement durable et l'enjeu notamment de l'aviation par rapport à son impact en matière notamment de CO2. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je ne vais pas du tout faire du greenwashing. Juste rappeler que l'aviation représente 2,5 ou 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais c'est important. Donc, on n'est pas en train de le mettre de côté et on prépare les futures générations d'avions avec un objectif, c'est qu'en 2050, on soit net zéro en matière d'empreinte CO2. Il y a un futur à 320 là qui déjà se prépare. Hein, ça se prépare absolument, et au-delà de la 320, on prépare de toute façon les futures générations et on travaille sur de nombreuses briques technologiques. Donc on cherche pas du tout à changer la réalité, on cherche juste à expliquer que notre métier, c'est quand même toujours un métier de pionnier et d'explorateur. Et donc demain, quand vous monterez dans un avion, vous souhaiterez que cet avion soit le plus sûr possible. Et le plus vert possible. Donc ça s'improvise pas. Donc entreprise high-tech, en fait. Demain, changer tout. Non, demain on ne peut pas tout changer parce qu'on est dans un métier de technologie extrêmement élevé. Et je dis souvent en rigolant, surtout en parlant à des collègues qui sont dans la tech, je leur dis c'est génial la tech, mais nous on est dans la high-tech. On a des cycles qui font que le développement d'un produit prend des années. Et puis alors juste pour continuer safe and United World, parce que tous les jours, les entreprises et toutes les organisations sont sujettes à des cyberattaques. Ça fait partie de notre métier de le protéger et de protéger nos propres produits. Mais également à l'activité défense, qui permet aussi de protéger des communautés, des populations. Et puis United, parce que on est juste une toute petite planète, on est juste un tout petit nombre d'humains, et c'est quand même vachement mieux quand on s'entend bien. Voilà. Donc tout ce qu'on peut faire pour les connecter, ces humains, eh bien ça fait partie de la mission et du sens qu'on essaye de donner chez Airbus. Et ta mission aussi, hein, puisque tu connectes toutes les femmes et tous les hommes du groupe Airbus partout dans le monde. Pas seul, mais avec ton équipe, formidables équipes. Évidemment, et avec passion, on le sait quand on te connaît, Thierry. La passion, l'engagement, justement, on en parle. Une entreprise engagée, évidemment, ça favorise l'engagement aussi. Ton regard par rapport à ça, par rapport à des sujets d'absentéisme aussi, à des sujets de satisfaction et d'engagement au travail. Je pense que le combat sur l'engagement, qui a débuté il y a des années de cela, on se préoccupait beaucoup de la satisfaction, on avait envie d'avoir des employés satisfaits. Mais la différence entre la satisfaction et l'engagement, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que quand on vient au boulot en étant satisfait de ce qu'on fait, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Quand on vient en ayant la volonté de pousser les montagnes, de changer les choses, d'avoir une contribution, ça, c'est de l'engagement. Et c'est ça qu'on essaye de mesurer en permanence. Et le monde dont on parlait, ce monde un peu fou,
Et tous ces stress ambiants qui finalement ont un impact de plus en plus négatif sur l'humain font qu'on est vraiment obligé de cultiver cette culture de l'engagement, parce qu'il y a plein de raisons pour beaucoup de personnes pour baisser les bras, pour pas avoir la pêche, pour pas être super motivé. Surtout, tu parlais de la période Covid aussi, où ça a fait un Oui, creux, absolument. il y avait moins de collectifs, il y avait plus la machine à café. Thierry, si on entre un peu plus en détail sur les enquêtes que tu mènes et tout ce que tu développes avec tes équipes, ça a commencé 2009, je crois. Hein. C'est ça, en 2009, comme beaucoup d'autres entreprises, on n'était pas les seuls, on a considéré qu'il était important régulièrement de venir mesurer le niveau d'engagement. Et en même temps qu'on mesurait le niveau d'engagement de nos équipes, on mesurait également le niveau de performance de nos leaders. Et on essayait de faire des corrélations pour voir quels étaient nos bons leaders et ceux qui avaient, comme on le dit dans un verbage ressources humaines, des points de développement. C'est joliment dit. Des points d'amélioration. Des points d'amélioration, voilà. Ça, ouais. Et depuis, nous menons, alors dans un premier temps, c'était tous les ans, après c'est devenu tous les 2 ans. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est retrouvé avec 80, 90, 100, 120 questions. Donc des surveys qui étaient trop lourds, ça fait plus du tout de sens. Chacun a rajouté son propre petit questionnement dans le questionnement global de l'entreprise. Donc là, on est en train de passer à des choses qui sont facilitées aussi par les outils numériques. Dans le digital nous apporte plein de possibilités. Ça veut dire que tu vas aller vers quelque chose de plus instantané. Exactement, de l'instant survey, comme diraient les anglo-saxons, donc du questionnement en temps réel, qui fait qu'un manager, un leader, une leader peut à tout moment décider de valider le niveau d'engagement de son équipe, et non seulement va récupérer des éléments statistiques sur un nombre de questions beaucoup plus réduit, mais qui touchent à peu près tous les domaines qui sont de nature à générer de l'engagement, mais également avoir beaucoup de verbatim, parce qu'en fait, ce qui est très important, au-delà de la stat, qui permet quand même de voir où on est et de se mesurer, parce que tout ce qu'on mesure peut nous permettre de nous améliorer. Pas de voir la courbe de progression. Donc ça, c'est le quanti, mais le quali. Mais le verbatim est très très important, parce que souvent, il y a des perceptions. Et tu parlais de communication, tu sais qu'en communication, tout est perception. Donc derrière la perception, il faut essayer de comprendre là où il peut y avoir aussi des points d'amélioration. Et c'est vrai que de plus en plus, chacun s'est approprié en fait la mesure de l'engagement. Et c'est pas simplement une grande enquête d'entreprise qui peut faire avancer les choses. C'est véritablement dans chaque secteur, chacun se sentant responsable avec son équipe de faire avancer les choses. Alors comment tu fais toi avec tes équipes justement pour sensibiliser les managers et leur dire voilà, ces résultats qui sont précis, à la fois quali et à la fois quanti, ils vont vous permettre de monitorer, de piloter vous aussi ce que vous pouvez faire pour favoriser l'engagement, développer la performance et faire que le groupe soit encore plus dans une évolution positive. C'est un entraînement permanent, hein, c'est un peu comme le sport, il faut surtout pas lâcher. Et donc, ça fait de nombreuses années, comme on le disait, que nos managers, nos leaders sont habitués à ce que le sujet soit un sujet central. Alors après, fonction des priorités des uns et des autres, ça peut être plus ou moins bien géré. Donc, en fait, on entretient ce besoin-là. On entretient la nécessité de le faire. Mais il faut quand même reconnaître que la plupart de nos leaders, finalement, l'ont maintenant complètement intégré dans leur mode de fonctionnement. Après, ce qui est important, c'est l'action. Parce que mesurer, c'est bien. Bien sûr, mais récupérer du feedback, c'est super. Bien sûr. Et d'ailleurs, développer de la culture du feedback, c'est encore mieux. Donc ça aussi, ça a été l'objet pendant de nombreuses années chez Airbus, de parler de speak-up, de donner à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et on peut très bien faire du speak-up en étant respectueux les uns des autres, mais il faut se dire les choses. Parce que derrière, c'est l'honnêteté, c'est simplement être franc, c'est être direct, c'est aborder les sujets, c'est pas tourner autour du pot. Et c'est pas toujours, j'allais dire, la force des entreprises d'adresser des trucs. Il y a beaucoup de non-dits. Hein. Absolument. Donc on essaye d'être de moins en moins dans le contrat invisible et de plus en plus dans la relation ouverte, qui fait que nos leaders sont très entraînés, normalement, à générer du feedback, à recevoir du feedback, à essayer de faire avancer les choses. Ce qu'attendent de plus en plus aussi les salariés. Hein, complètement, absolument. Dans la série de non-dits, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi. Airbus, vous avez des scores qui font partie, après Covid, des entreprises où les personnes se sentent le plus engagées. Hein, je crois. Oui, alors c'est aussi une grande fierté. La première, d'ailleurs, est très liée au niveau d'appartenance, au sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort. Donc la fierté qui est derrière, l'engagement justement dont on parlait, qui a progressé au fur et à mesure des années. Et c'est vrai qu'on bénéficie aussi par rapport à la phrase que l'on décortiquait tout à l'heure, finalement d'un niveau d'attractivité sur le marché qui est extrêmement élevé et qui est très rassurant parce qu'au sortir de la pandémie, on se posait quand même beaucoup de questions.
D'autant que beaucoup de personnes avaient vraiment tiré sur l'ambulance pendant que l'aviation était quand même à genoux, pour la mettre, si possible, à plat ventre. La bête à abattre. Sans malheureusement souvent connaître notre secteur et l'intérêt de notre secteur et sa contribution au monde et aux humains. Et fort heureusement, on a pu constater non seulement un regain d'attractivité, mais en fait un super regain d'attractivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'être souvent nommé ou cité ou mesuré comme parmi les entreprises les plus attractives de France, d'Europe et du monde. Oui, c'est vrai. C'est une grande fierté. Quand on parle d'engagement, cher Thierry, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Parlons un peu de ce travail à distance, le collectif que tu évoquais, la passion qu'ont les gens, la fierté qu'ont les collaboratrices et les collaborateurs du groupe Airbus d'être dans cette maison. Ton regard par rapport à ça, décryptage. La voix télétravail, c'est ça la question en fait. Donc tu sais que c'est mon sujet favori. C'est pour ça que je l'aborde. En fait, c'est un peu ironique parce que non, c'est pas du tout mon sujet favori. Mais tu vas l'aborder de façon claire, oui, je sais. Oui, toujours il faut. On parlait de franchise. À un moment donné, je pense qu'on était tous ravis de voir qu'on avait cette capacité de pouvoir continuer d'opérer à distance, garder un certain lien, on va dire, à condition que ça se fasse pendant un certain temps qui soit le plus limité possible. Parce que juste avant de m'exprimer sur ce qu'on appelle nous l'hybrid working, parce qu'on parle anglais chez Airbus, pardon, donc le travail hybride, rappelons-nous quand même que l'absentéisme que tu citais tout à l'heure très rapidement peut avoir une grosse corrélation aussi avec le fait qu'on ait une isolation à force de travailler à distance. Et pour nous, c'est un sujet important. Être sur le lieu de travail, c'est cette possibilité de vivre le lien social, tout le monde le dit, mais c'est plus que ça. C'est de co-définir, co-développer, co-innover, co-responsabiliser. Tous les mots sont en co, et ce sont des mots positifs. Et commencent de la même manière que collectif. Exactement. Mais exactement. Et on l'a même pas du tout préparé, mais c'est tout à fait ça. Quand on est à distance, je me permets de vous rappeler que derrière un écran, on est en 2D. Nous, on préfère le 3D. On préfère être avec des vraies personnes, en vrai, dans le même lieu physique, où il y a d'autres émotions qui passent et il y a quelque chose d'autre qui se passe. Les valeurs passent pas en visio, je crois, jusqu'à présent. Beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on est comme toutes les entreprises, on a la possibilité de travailler chez nous jusqu'à 2 jours par semaine en moyenne en télétravail. Et bien évidemment, c'est plus du travail que de la télé, donc c'est moins de la télé que du travail. Le message est passé. Et quelque part, on voit bien, puisqu'on le mesure régulièrement, que c'est globalement très respecté. Et on voit bien surtout qu'il suffit de venir sur nos sites pour se rendre compte qu'on a une forte présence physique, parce que je pense que tout le monde comprend bien l'intérêt d'être ensemble. Donc c'est vrai qu'on fait pas partie de ces entreprises qui un jour ont décidé de considérer que voilà, on pouvait être complètement tous à distance. Et d'ailleurs, anecdote, je me battais il y a quelques années, alors c'est tout à fait amical, avec Catherine Gestin, qui est notre DTO, donc notre patronne du digital chez Airbus, et qui me disait, Thierry, il faut absolument que pour les effectifs informatiques IT, on ait la possibilité d'offrir du full remote, c'est-à-dire du télétravail toute la semaine. Et je reconnais que je ne voulais pas, pour les raisons que je viens d'exprimer, et que j'ai voulu tenir, et Catherine me disait à juste raison à l'époque, attention, parce que ça peut avoir un impact sur notre attractivité. Et finalement, quelques années plus tard, ce n'est pas le cas, puisqu'on a pu réaliser tous les recrutements qu'on souhaitait faire. Même les jeunes générations. Même les jeunes générations, et même surtout les jeunes générations. Et la petite fierté de Catherine Gestin, parce que c'est surtout grâce à elle, parce qu'elle fait un super boulot, c'est que cette année, en France, on était l'entreprise la plus attractive pour les effectifs IT. Donc comme quoi, il n'y a pas non plus de corrélation entre le fait d'avoir la possibilité de travailler dans sa cuisine ou de travailler sur les systèmes d'information d'Airbus. Alors l'engagement, Thierry, on parle de ce travail à distance. Dans ton titre, il y a quelque chose qui est très important, c'est chargé du workplace aussi. Alors justement, quand on parle d'engagement, il y a aussi l'environnement de travail, la QVT, tous ces sujets-là. Ton regard par rapport à ça, parce que peu de DRH ont aussi cette deuxième casquette. Oui, alors moi j'ai cette chance, et elle est liée aussi un peu à mon ancienneté, à la connaissance de l'entreprise.
Je suis passionné, comme beaucoup d'autres RH, par le business de l'entreprise. Et moi, j'adore avoir cette responsabilité qui en fait regroupe tout ce qui est hygiène, sécurité, facility management et real estate, donc parce que ce sont des moyens d'être proches, voilà. C'est vraiment, et puis l'amélioration de la workplace et tous les investissements que nous réalisons. Et on imagine bien que dans une entreprise comme la nôtre, où en fait nos usines sont des cathédrales, en termes de taille, les investissements industriels représentent une part extrêmement importante de l'investissement global d'Airbus. Donc c'est très sympa en tant que DRH d'avoir la possibilité d'avoir une autre casquette qui me permet tous les jours d'être proche du monde industriel. Ouais, alors je te coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire on parlait de travail à distance, de Covid, où il manquait la machine à café. C'est quoi? C'est la machine à café, c'est les sanitaires, c'est tous ces petits détails. On avait Jean-Claude Legrand qui était notre précédent invité, qui disait moi je vais dans les usines, je vais voir un peu tout, y compris ces détails. Toi? Mais il a bien raison, notre ami Jean-Claude, que je salue au passage, parce que voilà un autre grand DRH, que je ne me compare pas à moi quand je dis un autre. Voilà un grand DRH. Oui, pour revenir à ta question, en fait, quand on fait du facility management, ça a souvent pas une très belle image. On investit des milliards dans l'outil de production et dans les moyens de production. Et puis, dans l'outil de production et les moyens de production, il y a toute la partie humaine de ce qu'on appelle la workplace, c'est-à-dire l'environnement de travail de tous les jours. Et beaucoup d'entreprises, et c'est notre cas, dans leurs valeurs, mettent le mot respect. Mais le respect, il commence à l'entrée dans l'entreprise. C'est-à-dire que si on n'a pas les bons sanitaires, si on n'a pas les bons vestiaires pour que les personnes puissent se changer dans des conditions optimales, respectueuse, on peut pas être une boîte qui va parler de la valeur respect. Et dans des entreprises comme la nôtre, même si nous n'avons que finalement plus de 50 ans, en fait, on utilise souvent des moyens de production qui ont 80, 100 ans. Et on est en permanence... avec les risques de TMS, oui, parce qu'avant Airbus, on faisait déjà des aéronefs en France, par exemple, et en Allemagne et ailleurs. Avec l'aérospatiale. Absolument, avec l'aérospatiale et d'autres entreprises qui ont fait la naissance, en fait, d'Airbus. Et donc, cette obsolescence, faut la gérer en permanence. Et quand on investit dans des nouveaux moyens, c'est beaucoup plus simple, mais on pense véritablement au respect humain que l'on doit à minima. Et c'est vrai que ça passe par des choses qui paraissent basiques, mais qui sont super importantes dans la vie de tous les jours. Voilà. Thierry. Et je suis ravi d'en avoir la charge quelque part. Voilà. Et nous, ravi que tu t'en occupes. Thierry, ce livre, le sens ADN de l'entreprise responsable, auquel tu as largement contribué. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est vrai que tu es très engagé sur ces sujets de sens, d'éthique. J'ai envie de dire pas de sens, pas d'engagement. Hein, c'est un peu ça? Oui, alors, juste peut-être, et non pas pour corriger Frédéric Ferrer, parce qu'il est toujours parfait dans ses verbatims. En fait, non, oui, je me suis engagé, mais comme beaucoup d'autres collègues et amis, c'est un ouvrage collectif réalisé par le cercle Societix, que j'ai la chance de présider depuis très nombreuses années. C'est un tout petit cercle de gens passionnés par l'humain, tout simplement, de dirigeants qui ont comme mission personnelle de se dire qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour faire avancer le monde de l'entreprise, pour le rendre toujours plus performant, mais en mettant toujours l'humain finalement devant, dans son développement et dans sa grandeur. Et en fait, quand on a fait ce bouquin, on était en plein Covid. Non pas qu'on était sous-occupé, au contraire, mais on a considéré que c'était la bonne période pour le faire. Et d'ailleurs, on l'a fait en plus à distance. Donc, c'est la façon de l'avoir construit est bien. Et c'est un recueil de témoignages avec une enquête que l'on avait réalisée à 2 reprises, à 1 an d'intervalle. Et il est intéressant par le fait que vous avez en fait la vision d'un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs qui connaissent très très bien l'humain et qui peuvent vous parler de l'intérêt du sens, de la mission dans l'entreprise, de la motivation, de l'engagement dont on parlait, et du fait de gérer des collectifs ou de générer des collectifs pour qu'on soit toujours meilleurs tous ensemble. Ouais. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, c'est ça? Oui, alors celle-là on l'a déjà faite ensemble, parce qu'apparemment on aime bien tous les deux Johnny Hallyday. Absolument. Mais c'est vraiment le fait de donner envie chaque jour. Créer du sens, c'est un des basiques de l'engagement. Et chaque jour, venir dans une entreprise et se dire « Waouh, je viens dans une société qui va me permettre d'avoir une contribution à une cause qui est très largement supérieure à mon propre moi-même et où j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose qui compte et qui fait du sens », je pense que ça décuple. Et c'est vrai que c'est ça qu'on est, nous, censés générer. Alors, il faut pas l'inventer, ça peut pas être un mensonge. Il faut après le gérer dans les actes de tous les jours, mais il faut au moins créer les conditions pour qu'on ait tous envie d'avoir
une contribution qui nous dépasse, en fait. Ouais, donner l'impulsion. Comment tu fais pour donner l'impulsion et que ça se traduise par des faits concrets quand tu es dans une entreprise multisite, multiculturelle, pas combien de nationalités, plusieurs centaines. Comment est-ce qu'on fait justement? Alors, on en parlait tout à l'heure, hein, avec le motto qui fait que ça engage les personnes. Oui, alors on a une chance, nous, extraordinaire, c'est qu'on reste une activité qui compte beaucoup de passionnés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui, tout petits, ont eu envie de voler. Et c'est le rêve d'Icare. Et c'est vrai que ça, c'est un élément quand même... On voit derrière toi voilà, qui nous caractérise, c'est que cette passion, elle est souvent née très jeune. Et des personnes qui ont rejoint Airbus, finalement, rêvaient depuis très très longtemps de rejoindre Airbus, et tant mieux. Et chaque année, je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de rejoindre Airbus. En 2024, on a eu 1 100 000 candidatures pour rejoindre Airbus, donc ça, dans le monde entier. Donc ça vous permet de voir effectivement à quel point on peut générer cette attractivité dont on parlait. Donc le métier lui-même génère de la passion. Ensuite, la passion, nous, il faut tout simplement l'entretenir. Mais c'est sans faire de jeu de mots, c'est le fuel de l'entreprise, c'est le kérosène de l'entreprise, c'est ce qui coule dans nos veines. Parce que chaque jour, on se dit, on est en train de faire un truc extraordinaire. En fait, on réinvente chaque jour la façon dont on va voler. Et actuellement, on peut même dire qu'on est en train de réinventer l'aviation de demain et l'exploration spatiale de demain et les systèmes de défense de demain pour être des pays pacifiques et bien protégés. Une sorte d'Airbus attitude, hein, donc. C'est un peu ça, oui. Thierry, pour que ceci se fasse, il y a des leaders. Je sais que le leadership, transformer, faire évoluer le leadership, c'est aussi quelque chose qui t'anime. Le leader a évolué. Quel rôle aujourd'hui pour un leader? Bien, c'est un rôle très important, et je fais exprès de répondre aussi bêtement que ça, parce qu'on pense tous que c'est simple d'être responsable d'autrui, et on sait depuis des années que ce n'est pas le cas, et que ça nécessite beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'humilité. Toi, c'est un travail de longue haleine, depuis au moins 15 ans. Hein. Oui, c'est une passion. C'est une passion parce que je pense que le rôle des leaders est absolument clé, en fait, dans l'entreprise, puisque sans vision, on le disait, sans ambition, sans donner du sens, sans donner le cap, sans donner les moyens d'eux, sans galvaniser un collectif, on n'a pas les mêmes résultats. Donc pour moi, ils sont essentiels, nos leaders. Et c'est vrai qu'on y travaille depuis de très nombreuses années pour en permanence se re-questionner sur ce qui fait qu'une personne ayant une charge d'âme, pardon pour le terme, on me dit souvent que j'exagère dans ce propos, mais moi j'y crois, parce que ça va au-delà simplement de conduire, on n'est plus dans le command and control, donc on peut avoir un niveau d'exigence, on peut être extrêmement demandeur, alors demanding en anglais, mais extrêmement respectueux et extrêmement humain dans notre façon de le faire, mais c'est pas évident. Pas évident. Je dis souvent dans des écoles d'ingénieurs pour provoquer que moi mon boulot est simple vis-à-vis notamment d'ingénieurs, c'est de les aider à tout simplement greffer sous la peau des capteurs sensoriels et émotionnels. Voilà, c'est ça mon boulot, c'est assez simple en fait. Alors il y a une université, la Leadership University. Tu parles justement des leaders qui sont pour beaucoup des ingénieurs, puisqu'on est dans une entreprise de high-tech. Comment est-ce que tu fais pour que la greffe prenne? Parce qu'il faut non seulement être people-centric et puis en même temps parce que c'est pas un gros mot, il faut être performant. Il faut être performant et il faut avoir cette sensibilité-là. Les choses ont beaucoup évolué parce qu'il y a quand même pas si longtemps que ça, je me souviens il y a une vingtaine d'années, les ressources humaines c'était encore une science molle. Donc par rapport à des sciences d'ingénieurs, on va dire peu considérées parce que personne ne se rendait toujours compte, pas personne. Peu de gens se rendaient à l'époque compte de l'intérêt que ça pouvait avoir et de la valeur ajoutée. Une équipe, pour des humains, pour eux-mêmes et pour une entreprise. Les choses ont beaucoup évolué, fort heureusement. Donc on investit beaucoup dans nos programmes de développement. On a aussi tout un parcours de carrière qui fait que pour être du first line manager, donc on rentre et on commence à avoir une responsabilité d'équipe jusqu'à devenir un leader de leader un jour. On passe par un certain nombre d'étapes avec des programmes de développement, avec des assessments, avec des development centers, donc tout l'attirail classique des grandes entreprises pour quand même mettre un certain nombre d'étapes où on va venir mesurer que les personnes qui ont cette responsabilité vis-à-vis d'autrui sont au niveau. Et c'est pas toujours facile, mais c'est vrai que on a une expérience qui a plutôt fait ses preuves jusqu'à maintenant. Performance, c'est un gros mot pour certains. Non, c'est pas un gros mot. Maintenant, chacun peut avoir sa définition de la performance.
Et c'est vrai qu'on peut se contenter d'une performance ou on peut se dire en permanence, on doit se re-questionner sur notre performance. Tout simplement parce qu'il y a tout un tas d'événements exogènes qui viennent perturber l'entreprise. Et Dieu sait si ces dernières années, on aurait plein d'exemples à citer. On sait que gagner en compétitivité, c'est absolument nécessaire parce qu'on n'est pas tout seul sur nos marchés. Et on voit bien là, même dans un duopoly qui est en train de devenir d'ailleurs un triopoly, avec la Chine qui devient de plus en plus active, on est obligé en permanence de se remettre en cause et on peut surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Et surtout pas dans des métiers où il y a une notion de safety qui est très importante, de sécurité. Je disais tout à l'heure, chacun rentrant dans un avion a envie que ça se passe très bien et c'est notre responsabilité. Donc quelque part, on peut pas simplement se laisser vivre. Donc il faut toujours aller au-delà, il faut toujours être plus performant en gagnant, mais pas en gagnant au détriment d'eux. C'est en gagnant au bénéfice d'eux. Et c'est vrai que je pense que nos humains, chez Airbus, sont entraînés à aller toujours plus loin, et nos leaders sont entraînés à les entraîner. Tu parlais de pilotage, on est avec Thierry Baril, directeur général des ressources humaines du groupe Airbus. Pas du tout pilote d'avion, pas du tout. Le pilotage, justement, avec Guillaume Faury, c'est pilotage à deux, c'est parce que bon, comment ça fonctionne? Non, c'est plutôt la notion de collectif. Ouais. On n'a pas de numérotation comme dans James Bond où vous avez le numéro 3, vous savez, qui disparaît dans la trappe, avec un Guillaume Faury qui restait son joli chat blanc. Non, c'est pas du tout le style de la maison. Guillaume, en tout cas, il y a le rôle stratégique de la fonction. Oui. Alors déjà, Guillaume, dans son style, est plutôt dans le collectif, et en plus le valorise. Et en plus, c'est un leader qui est globalement très humble dans sa façon d'être et qui s'appuie quand même sur un certain nombre de compétences autour de lui. C'est vrai qu'on a cette chance chez Airbus d'avoir une fonction ressources humaines qui est vue comme stratégique et qui pèse dans les décisions de l'entreprise. Et c'est quelque chose qu'on a développé au fur et à mesure des années. Je suis obligé de dire qu'il y a quelques années, je me souviens être rentré dans ce groupe il y a plus de 20 ans, c'est pas tout à fait le cas, mais comme c'était pas tout à fait le cas dans beaucoup d'entreprises. Donc on a beaucoup travaillé à notre positionnement, mais pas simplement parce que c'est important d'être important. C'est important d'avoir de la valeur ajoutée. Donc il a fallu faire la démonstration de la valeur ajoutée pour pouvoir gagner en crédibilité et en légitimité. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui aussi un élément important pour toutes nos équipes, pour toutes mes équipes, c'est de se sentir reconnu. Ouais, de fierté. Ça fait partie de l'engagement. Hein. Et on parlait tout à l'heure des indicateurs, des KPI. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et ça compte dans un COMEX. Thierry, les talents, on en parlait tout à l'heure, leur développement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Beaucoup de choses sont faites pour développer les talents, quel que soit leur âge aussi. Hein. Quel que soit leur âge, absolument. Et pourquoi pas d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est vrai que parfois on se dit, on a ces sujets en France de retraite, ces sujets les jeunes versus les seniors chez Airbus. Chez Airbus, on a toutes les générations. Donc je sais même pas le nombre, on doit avoir 5 générations. 5 générations, ouais. Et c'est ça la beauté. Et c'est quand on dit tous, parce que je pense qu'on le dit tous, la diversité et l'inclusion, c'est vachement important. Non, mais sauf que c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on voit bien que les équipes, quand elles sont diverses, sont de toute façon plus efficaces, plus solidaires, plus performantes. On parlait de performance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on doit trouver un dénominateur commun. Et moi, je me souviens, il y a 15-20 ans, quand on développait, par exemple, nos activités en Inde, je voyais nos collègues qui disaient, nos sous-traitants en Inde, non, ce sont pas vos sous-traitants, ce sont nos collègues d'Airbus. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce type de pensée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on était Gazar, on aimait bien que ses collègues soient Gazar. Enfin, je cite les Gazars, ils sont très bien. J'aurais pu citer une autre école. Sauf qu'aujourd'hui, avoir une équipe qui est diverse du fait de ses nationalités, des expériences, de leurs origines sociales, de leur genre, c'est beaucoup plus efficace. On est obligé de toujours chercher le dénominateur commun pour bosser ensemble et pour être efficace ensemble. Et donc finalement, ça challenge un système, donc c'est positif. Donc pas de jeunisme, ni d'antiseniorisme. Non, pas du tout. On a des exemples tous les jours où on va cultiver l'expérience. Nous sommes un métier, dans des métiers, dans lesquels l'expérience compte aussi énormément. Voilà. Donc un tiers de nos recrutements va se faire avec des très jeunes, sortis d'école ou 2-3 ans d'expérience, c'est même un peu plus d'un tiers. Je crois qu'en 2024, ça devait être 40% de nos recrutements. Université des talents. Hein, ouais. Absolument. Mais au-delà de ça, on a également un recrutement de personnes extrêmement expérimentées, parce que c'est important. Parce qu'il faut aussi parfois avoir un peu de bouteille dans nos métiers.
Et c'est un senior qui vous le dit. Parce qu'il y a du savoir-faire derrière. Thierry, entreprise de high-tech, Airbus, tu le disais, l'intelligence artificielle, alors là, c'est vraiment en haut de la pile, tout le monde en parle, qu'elle soit générative ou autre. Intelligence artificielle, robotique, tous ces sujets, le regard de Thierry Baril. C'est d'abord notre monde d'aujourd'hui, mais c'est pas un monde nouveau. C'est le mot génératif qui est peut-être nouveau. Mais l'intelligence artificielle, dans des métiers comme les nôtres, ça existe depuis 15-20 ans. Ça doit faire plus de 15 ans que l'on développe des avions sur des maquettes numériques. C'était le terme de l'époque, d'ailleurs. Mais c'était déjà de l'intelligence artificielle. Quand on parle de workplace, lorsque l'on va construire des stations de travail pour nos compagnons, on l'a de toute façon déjà développé en 3D. De telle façon qu'on s'assure de la capacité de nos collègues, êtres humains, à pouvoir travailler dans des conditions optimales, en termes aussi d'ergonomie, et pas que de performance industrielle, aussi d'ergonomie. D'ailleurs, les deux vont ensemble souvent. Donc, c'est permanent chez nous depuis de très nombreuses années. Ce que l'on voit juste aujourd'hui, c'est cet engouement que le monde a pour l'intelligence artificielle générative, qui permet de donner un accès à tout un chacun à des capacités, effectivement, qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est l'humain augmenté ? Alors, nous, c'est notre vision. Ça doit être l'humain augmenté, et c'est pas obligatoirement la techno qui prend tout de suite la place de tous les humains. Mais comme dans toute révolution technologique, ça arrivera sur un certain nombre de métiers, sur un certain nombre de responsabilités, de professions, de compétences. Le tout, c'est de l'anticiper. Et moi, ce que je vois, c'est que dans nos ateliers, l'arrivée, j'allais dire déjà de l'intelligence artificielle depuis quelques années, a permis à nos compagnons plutôt à monter énormément en compétences. Et on parle souvent des activités de riftage qui se réalisaient pendant l'époque, à la force de la main et du bras. Voilà, il fallait être costaud pour pouvoir faire ce métier. Aujourd'hui, bien évidemment, on a des cobots, des cobots, qui vont faire le boulot, pour ne pas dire parfois des robots, des robots, qui font même la totalité de la tâche. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le compagnon ? Il a simplement... Il a évolué. Oui, il a évolué dans la conduite de l'ensemble de cet environnement. Moi, ce que j'aime, c'est la technologie et l'humain ensemble. Pas l'un face à l'autre ou l'un contre l'autre, c'est ensemble. Et c'est plutôt comme ça que l'on voit chez Airbus le développement et l'arrivée de l'ensemble de ses capacités. Tu parlais des compagnons, de leurs compétences, justement. Il y a un programme qui te tient à cœur, un projet RH, Skills and Competencies. Explique-nous un petit peu de quoi il retourne. Alors, on redéveloppe cette année un programme phare. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, c'est une permanence. Mais régulièrement, on remet un grand coup dans l'entreprise en disant là, à nouveau, ça redevient une grande priorité. Et pourquoi maintenant ? Tout simplement parce qu'on commence à vraiment préparer les compétences à venir pour la préparation des générations futures de nos produits. Et en fait, c'est très simple. On peut mettre plein de termes de GPEC derrière. En français, c'est regardons les compétences que nous avons, regardons celles dont nous avons besoin demain. Est-ce que nous sommes tous capables d'ailleurs d'avoir une lecture de la compétence de demain à un horizon 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? Pas toujours. Ceux qui nous disent oui, bravo. Donc nous, on est très humble par rapport à ça. Donc régulièrement, on retravaille des scénarios. Voilà. Et en fait, on retravaille des scénarios pour identifier nos gaps. Et en identifiant nos gaps, on en détermine comme ça une politique RH en matière de recrutement, en matière de formation, en matière de développement, en matière de mobilité. Et voilà, c'est aussi bête que ça. Mais en ce moment, on est à nouveau dans le moment où on dit allez, tout le monde sur le pont pour retravailler à fond sur les compétences de demain. Voilà. On passe beaucoup de temps et de plaisir avec Thierry Baril. On arrive au terme de notre entretien, de notre échange, la voix des RH. Quand les RH prennent de la hauteur, quel message tu aurais envie d'adresser à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui sont passionnés par l'humain et par le pilotage de l'humain, Thierry, si tu as peut-être un regard par rapport à cette fonction, comment elle a évolué ? Quel beau métier déjà, mais quel métier difficile. Pendant des années, moi, mon surnom, je l'ai appris après coup, c'était Bob l'éponge, apparemment. Parce que, en fait, on éponge beaucoup, quand même, les émotions négatives de tout le monde. Mais heureusement, il y a aussi beaucoup d'émotions positives. Et c'est ça, en fait, qui nous drive. C'est un très beau métier, et c'est ce que moi, j'essaye de partager avec mes équipes en permanence, parce qu'on a cette chance d'intervenir sur ce qui est aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, le plus riche, le plus complexe, le plus varié, le plus divers, le plus inattendu.
Et dans un monde d'incertitude, on peut pas avoir de certitude par rapport à l'humain, mais on peut avoir au moins la volonté d'avoir la certitude de faire quelque chose qui va faire du sens pour ces humains. Donc c'est génial comme métier. Mais il faut s'élever, il faut se remettre en cause en permanence. Moi, ce que je ressens peut-être comme risque pour un avenir proche, c'est le fait que nos fonctions redeviennent des fonctions très transactionnelles. Et c'est dommage, parce qu'en plus, on est au moment où l'intelligence artificielle, justement, nous permet d'être de plus en plus rapide et efficace sur le transactionnel. Oui, d'embarquer ces sujets-là sur la vraie valeur RH. Sur notre vraie valeur RH, là où nous sommes compétents, parce qu'on peut aider, je pense, beaucoup de gens extraordinairement bons et qui parfois ont des petits trous dans la raquette quand même quand on parle de l'humain. Voilà, donc nous, notre boulot, c'est de continuer de nous battre pour faire la différence et pour que l'humain ne devienne pas simplement la variable d'ajustement qu'on a pu vivre dans certaines périodes des dernières décennies, mais bien ce qui fait tous les jours l'intérêt de vivre en tant qu'humanité. Oui, et que la fonction RH soit pas l'intendance, comme on dit. Ça veut dire aussi, si je te lis entre les lignes, Thierry, que la fonction a peut-être du mal à se réinventer ses fondamentaux. Non, je ne crois pas. Mais par contre, la fonction a du mal à se réinventer des modèles d'organisation. Donc beaucoup de personnes se disent comment je pourrais organiser. En fait, ça fait 20 ans maintenant qu'on est sur les fameux modèles Ulrich où on a des piliers avec des HRBP, des shared services et puis des centres d'excellence. Pour moi, l'organisation n'est pas l'élément le plus important. Par contre, c'est comment est-ce qu'on fait bosser une organisation en tant qu'un, en tant que one, pour simplement avoir du process, de la compétence technique, du back-office qui est extrêmement solide, pour avoir ensuite de la puissance de feu au niveau du front office. Mais non, on peut se réinventer tous les jours parce que tous les jours, on voit bien que nos challenges, ils sont extrêmement variés. Quand on prend 2 minutes pour s'intéresser à la compétence ressources humaines, c'est énorme. Le nombre de compétences, la palette d'activités qui est la nôtre. Et dans chacune de ces activités, il y a plein de choses à faire formidables pour l'avenir. Alors tu parles d'avenir justement, le 16 juin prochain, ce sera ton dernier salon du Bourget. Exact. Salon de l'aéronautique et de avec Airbus, ouais, avec Airbus, nous sommes bien d'accord. Départ programmé donc. Si on regarde l'avenir, Thierry. Oh, plein de choses dans l'avenir, parce que ça tombe bien, on fait la transition, il y a tellement de choses à faire, que j'ai la faiblesse de penser que je pourrais peut-être demain aider un certain nombre d'organisations dans leur développement, dans leur transformation, dans leur restructuration. C'est pas un mauvais mot, hein, parce que quand on se restructure, on se réinvente, donc je vais me réinventer également. Mais ça, c'est pour les mois qui viennent. Pour l'instant, jusqu'au 30 juin, je suis concentré 100% Airbus. Permets-moi et permets-nous de regarder avec toi dans le rétroviseur des fiertés. Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. C'est une fierté collective, hein, c'est pas une fierté individuelle. On a beaucoup parlé aujourd'hui de notre positionnement dans l'entreprise, de la légitimité qu'on a pu acquérir. Bon, ça, c'est sans doute la plus grande fierté. Et puis la fierté d'avoir pu participer à toutes ces transformations. Fait grandir un groupe, tu disais plus exactement. De 150 000 tu collaborateurs. parlais d'élévation, Airbus s'est vraiment élevé pendant des années. Et c'est vrai que quand je repense à l'Airbus d'il y a 23 ans, qui était déjà une société formidable, c'est pour ça que j'avais envie de la rejoindre. Et l'Airbus d'aujourd'hui, c'est incroyable le travail qui a été réalisé. Et ce que Airbus est devenu et ce que Airbus est en voie de continuer de devenir. Parce qu'il y a un développement pour l'avenir qui est juste illimité. Oui, parce qu'on a vu toutes ces choses qui se sont passées, hein. Internationalisation, la période Covid aussi, il y a eu la 380, beaucoup S'il y avait un événement qui t'a marqué, ce serait lequel? L'événement, oui, le plus marquant, c'est sans nul doute le Covid. Là aussi, c'est une fierté parce que on a été, je pense, collectivement tous, parce que tellement attachés à notre boutique. Pardon de l'expression, parce que c'est assez prétentieux, ça ne l'est pas en fait, mais on a été collectivement très bons dans notre façon de se dire comment est-ce qu'on sauve notre boîte tout de suite demain, quoi. Et lorsque le message était restez chez vous, non, on s'est dit non, c'est pas possible. Nous, si on fait ça, on coule cette société. Donc, comment est-ce qu'on s'organise pour, dans cette période-là qui est nouvelle, qui est incertaine pour tout le monde, avoir un minimum d'activité qui nous permet de ne pas lâcher non seulement l'outil industriel d'Airbus, mais l'ensemble du mécano-industriel. Parce que nous, derrière ça, on a des dizaines de milliers de fournisseurs. Des entreprises qui peuvent être grandes, parfois qui peuvent être très petites. Et il n'était pas question de lâcher, de mettre les clés sous le paillasson et de se dire on verra dans quelques mois comment ça se passe. Et la plus grande fierté, c'est non seulement de l'avoir fait, mais de l'avoir bien fait. Parce qu'à l'époque, bien évidemment, le niveau d'exigence sanitaire était au max. Et moi, ce que j'entendais tous les jours, c'était nos salariés qui disaient
c'est extraordinaire ce qu'on fait, ce que vous faites, parce que je viens bosser, je me sens extrêmement sécurisé, parce qu'on avait tout sécurisé, et c'était plus que la distanciation et un petit masque. Ça allait beaucoup, bien au-delà de ça, bien plus au-delà de ça. Et voilà, ça c'est une grande fierté, parce qu'on a sauvé notre société qui a pris quand même un trou dans l'air assez important. Mais on sait que les avions sont aussi faits parfois pour vivre les turbulences. Oui, les trous d'air et puis qui repartent ensuite. Voilà. Thierry Baril, The Eye in the Sky. Behind the Sky, il y a tellement de choses. Ouais, voilà. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité. Et j'espère que ça vous a intéressé. C'était long quand même, non? Oui, mais bon. Bon, tant mieux. Merci à vous de nous avoir suivis. La Voix des RH avec Thierry Baril, le directeur général des ressources humaines et des workplaces du groupe Airbus. C'était notre invité. Merci aux équipes Aiming, évidemment, et aux équipes des Années Folles. Et puis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec un nouvel invité.